Bonjour. Salut Olivier. Bonjour, je vais laisser Aude s'exprimer puisqu'on a décidé, on l'a joué à Catchipoum et c'est tombé sur toi. C'est toi qui va commencer à dessiner pendant que je vais lire son texte, mais elle va vous le présenter d'abord. Alors à la base, quand on m'a proposé le projet, j'avais choisi une toute autre histoire. C'était l'histoire sans fin. Ceux de ma génération me connaissent peut-être à travers le film d'abord. Il y a un super roman. Sauf que ça n'a pas pu se faire, donc... On lui a dit que c'était trop long. C'est clair. Et du coup, je me suis pas mal creusé la tête sur quel texte je pourrais vous présenter. Et j'ai discuté avec Nathalie Ferlu. J'avais fait tout un tas de propositions intérieures. Et puis finalement, elle me parle de son travail sur Andersen, les contes d'Andersen. Et il y a un titre qui est ressorti, c'est La Reine des Neiges. Alors, je me suis imaginé les parents, oh non, et les enfants, oh ouais. Et du coup, ça m'a plu tout de suite. Et du coup, j'ai découvert le texte qui n'a rien à voir avec le Disney. Juste une petite parenthèse, Nathalie Ferlu, c'est elle qui illustre cette année le programme de l'Alpha pour si jamais vous ne connaissez pas encore. Ouais. Donc je vais juste vous raconter le tout début de l'histoire. Je vais essayer de faire un petit dessin en même temps. Alors parler et dessiner en même temps, c'est un autre exercice encore. Donc le tout début, c'est le diable. Le diable, un jour, il a une super idée. Il décide de créer un objet. C'est un miroir. Et ce miroir, il est particulier parce que ce qu'il fait, c'est qu'il va refléter simplement tout ce qui est moche et horrible sur Terre. Donc tout ce qui peut paraître beau, dans ce miroir, ça va paraître horrible. Et il est très fier de lui, il est très content. À côté de ça, il tient une petite école de diablerie, donc il a des petits diablotins, il fait leur éducation. Et les petits diablotins, ils sont fidèles à leur comment on dit, à leur ce qu'ils savent faire, quoi. Oui, leur réputation. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils chipent le miroir et ils décident de faire des petites blagues avec. Donc ils traversent le monde et puis en fait ils s'amusent à faire refléter tout ce qui est moche dans le monde. Et puis du coup les gens ils commencent à trouver tout moche, etc., etc. Donc ils se marrent bien. Et puis ils se disent, on va faire une autre blague, on va aller voir le grand patron en haut, là, Dieu. Et puis c'est pareil, on va aller faire refléter tout ce qui est moche chez Dieu. Donc ils montent au paradis. Sauf que le miroir, en se rapprochant des anges et tout ça, il se met à vibrer jusqu'à ce qu'il éclate en milliards de petits morceaux. Et la poussière de ce miroir commence à aller sur le monde. Et les poussières, c'est tellement petit, on peut pas les contrôler. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Ça va rentrer dans le cœur et dans les yeux des gens qui vont commencer à devenir, avoir un cœur froid et puis voir tout ce qui est vilain sur la planète. Et ça va créer des conflits, tout ça, des disputes. Et bon, les petits diablotins, finalement, ils ont bien fait leur affaire. Donc voilà le début de l'histoire de la Reine des Neiges. Et on se retrouve quelques temps plus tard. C'est pas facile de dessiner en parlant. C'est très bien. Donc je laisse la parole à Olivier. Voilà. Donc ça commence par un petit garçon et une petite fille. Je m'approche de ça, j'ai un grand moment de solitude. C'est pas du tout le micro, il est là-bas. Donc faut que je fasse attention. Dans la grande ville, il y a tant de maisons, tant de familles, tant de monde que tous ne peuvent avoir un jardin. La plupart doivent se contenter de quelques pots de fleurs. 2 enfants de pauvres gens avaient trouvé moyen d'avoir mieux qu'un pot de fleurs et presque un jardin. Leurs parents demeuraient dans une étroite ruelle. Ils habitaient 2 mansardes en face l'une de l'autre. Les toits des 2 maisons se touchaient presque. On pouvait, sans danger, passer d'une gouttière à l'autre et se rendre visite. Les enfants avaient devant leurs fenêtres chacun une grande caisse de bois remplie de terre où ils poussaient des herbes potagères pour le ménage et aussi, dans chaque caisse, un rosier. Les parents eurent l'idée de poser les caisses en travers de la petite ruelle, d'une fenêtre à l'autre, et ce fut un embellissement considérable. Les pois suspendant leurs branches
Les rosiers joignant leurs fleurs formaient comme un arc de triomphe magnifique. Les enfants venaient s'asseoir sur de petits bancs entre les rosiers. Oh, quel plaisir quand on leur permettait d'aller s'amuser ensemble dans ce parterre aérien. Ils n'étaient pas frères et sœurs, mais ils s'aimaient autant. L'hiver, leur plaisir était interrompu. Les fenêtres étaient souvent gelées et les carreaux couverts d'une couche de glace. Les enfants faisaient alors chauffer un shilling de cuivre sur le poêle. Ils l'appliquaient sur le carreau et cela formait un petit Judas tout rond, derrière lequel étincelait de chaque côté un œil doux et riant. C'était le petit garçon et la petite fille. Ils se nommaient Kay et elle se nommait Gerda. En été, ils pouvaient donc aller l'un chez l'autre d'un seul saut. En hiver, il leur fallait descendre de nombreux escaliers et en remonter autant. On était en hiver. Au dehors, la neige voltigeait par milliers de flocons. « Ce sont les abeilles blanches, dit la grand-mère. »« Ont-elles aussi une reine ?» demanda le petit garçon, car il savait que les abeilles en ont une. « Certainement, dit la grand-mère. La voilà qui vole là-bas, où elles sont en masse. Elle est la plus grande de toutes. Jamais elle ne reste en place, tant elle est voltigeante. Est-elle sur terre tout à coup, elle repart se cacher dans les nuages noirs. Dans les nuits d'hiver, c'est elle qui traverse les rues des villes et regarde à travers les fenêtres qui gèlent, alors, et se couvre de fleurs bizarres. « Ah oui, c'est ce que j'ai vu, dirent à la fois les deux enfants. Et maintenant ils savaient que c'était bien vrai ce que disait la grand-mère. Ah, « La reine des neiges peut-elle entrer ici ?» demanda la petite fille. « Qu'elle vienne donc, dit Kay. Je la mettrai sur le poêle brûlant et elle fondra. » Mais la grand-mère se mit à lui lisser les cheveux et raconta d'autres histoires. Le soir de ce jour, le petit Kay était chez lui, à moitié déshabillé, prêt à se coucher. Il mit une chaise contre la fenêtre et grimpa dessus pour regarder le petit trou rond fait au moyen du shilling chauffé. Quelques flocons de neige tombaient lentement. Et le plus grand vint se fixer sur le bord d'une des caisses de fleurs. Et il grandit, et finit par former une jeune fille plus grande que Gerda, habillée de gaze blanche et de tulle brodée, bordée de flocons étoilés. Elle était belle et gracieuse, mais toute de glace. Elle vivait cependant, et ses yeux étincelaient comme des étoiles dans un ciel d'hiver. Ils étaient sans cesse en mouvement. La figure se tourna vers la fenêtre et fit un signe de la main. Le petit garçon eut peur et sauta à bas de la chaise. Un bruit se fit dehors, comme si un grand oiseau passait devant la fenêtre et de son aile frôlait la vitre. Le lendemain, il eut une belle gelée. Puis vint le printemps. Le soleil apparut. La verdure poussa et les hirondelles bâtirent leur nid. Les fenêtres s'ouvrirent et les deux enfants se retrouvèrent assis à côté l'un de l'autre dans leur petit jardin là-haut sur le toit. Comme les roses fleurirent superbement cet été et que le jardin se para à plaisir, la petite fille avait appris par cœur un cantique où il était question de roses. Quand elle le disait, elle pensait à celle de son jardin. Elle le chanta devant le petit garçon. Elle le lui apprit et tous les deux unirent bientôt leurs voix pour le chanter. Les roses passent et se fanent, mais bientôt nous reverrons Noël et l'enfant Jésus. Les deux petits embrassaient les fleurs comme pour dire adieu. Ils regardaient la clarté du soleil et souhaitaient presque qu'il hâtât sa course pour revoir plus vite l'enfant Jésus. Pourtant, quelques belles journées se succédaient pour eux, pendant qu'ils jouaient à l'ombre des rosiers couverts de fleurs. Un jour, Kay et Gerda se trouvaient là, occupés à regarder dans un livre d'images des animaux, des oiseaux, des papillons. L'horloge sonna justement 5 heures à la grande église. Voilà Kay s'écrie. « Aïe, il m'est entré quelque chose dans l'œil. Oh, quelque chose m'a piqué au cœur. » La petite fille lui prit le visage entre les mains, lui regarda dans les yeux qui clignotaient, et non, elle n'y voyait absolument rien. « Ah, je crois que c'est parti, dit-il, mais ce n'était pas parti. C'était un des morceaux de ce terrible miroir dont nous avons parlé, de ce miroir, vous vous en souvenez bien, qui fait paraître petit et laid, ce qui est grand et beau, qui met en relief le côté vilain et méchant des êtres et des choses et en fait ressortir les défauts au préjudice des qualités. Le malheureux Kay a reçu dans les yeux un de ces innombrables débris. L'atome funeste a pénétré jusqu'au cœur qui va se racornir et devenir comme un morceau de glace. Kay ne sentait plus aucun mal, mais ce produit de l'enfer était en lui.
« Pourquoi pleures-tu » dit-il à la fillette que son cri de douleur avait ému. « Essuie ses larmes, elles te rendent affreuse. Je n'ai plus aucun mal. »« Fi donc » s'écria-t-il en jetant les yeux autour de lui. « Cette rose est toute piquée de verre. Et cette autre-là, elle est mal faite. Toutes sont communes et sans grâce, comme la lourde boîte où elle pousse. » Et il donna un grand coup de pied dédaigneux contre la caisse et arracha les 2 fleurs qui lui avaient déplu. « Mais Kay, que fais-tu » s'écria la petite fille, comme s'il commettait un sacrilège. La voyant ainsi effrayée, Kay arracha encore une rose, puis s'élança dans sa mansarde, sans dire adieu à sa gentille et chère compagne. Que voulez-vous ? C'était l'effet du grain de verre magique. Le lendemain, ils se mirent à regarder de nouveau dans le livre d'images. Kay n'y vit que d'affreux magots, des êtres ridicules et mal bâtis, des monstres grotesques. Quand la grand-mère racontait de nouveau des histoires, il venait tout gâter avec un « mais », ou bien il se plaçait derrière la bonne vieille et mettait ses lunettes et faisait des grimaces. Il ne craignait pas de contrefaire la grand-mère, d'imiter son parler et de faire rire tout le monde aux dépens de l'aïeul vénérable. Ce goût de singer les personnes qu'il voyait, de reproduire comiquement leur ridicule, s'était tout à coup développé en lui. Et on riait beaucoup à le voir. On disait « Ah, ce petit garçon, il est malin, il a de l'esprit ». Il alla jusqu'à taquiner la petite Gerda qui lui était dévouée de toute son âme, et tout cela ne provenait que de ce fatal grain de verre qui lui était entré au cœur. Dès lors, il ne joua plus au même jeu qu'auparavant. Il joua à des jeux raisonnables, à des jeux de calcul. Un jour qu'il neigeait, l'hiver était revenu, il prit une loupe qu'on lui avait donnée et, tendant le bout de sa jaquette bleue au dehors, il y laissa tomber des flocons. « Et viens voir à travers le verre, Gerda, dit Kay. » Les flocons à travers la loupe paraissaient beaucoup plus gros, et ils formaient des hexagones, des octogones et autres figures géométriques. « Regarde, reprit Kay, comme c'est arrangé avec art et régularité. N'est-ce pas bien plus intéressant que des fleurs ? Ici, pas un côté de l'étoile qui dépasse de l'autre, tout est symétrique. Il est fâcheux que ça fonde si vite. Si on était autrement, il n'y aurait rien de plus beau qu'un flocon de neige. » Et le lendemain, il vint avec ses gants de fourrure et son traîneau sur le dos. Il cria aux oreilles de Gerda, comme tout joyeux de la laisser seule. « On m'a permis d'aller sur la grande place où jouent les autres garçons !» Et aussitôt, il disparut. Et là, sur la grande place, les gamins hardis attachaient leurs traîneaux aux charrettes des paysans et se faisaient ainsi traîner un bout de chemin. C'était une excellente manière de voyager. Kay et les autres étaient en train de s'amuser quand survint un grand traîneau peint en blanc. On y voyait assis un personnage couvert d'une épaisse fourrure blanche coiffée de même, et le traîneau fit 2 fois le tour de la place. Kay y attacha le sien et se fit promener ainsi. Le grand traîneau alla plus vite, encore plus vite, et il quitta la place et fila par la grande rue. Le personnage qu'il conduisait se retourna et fit à Kay un signe de tête amical, comme s'ils étaient des connaissances. Chaque fois que Kay voulait détacher son traîneau, le personnage le regardait en lui adressant un de ses signes de tête, et Kay, subjugué, restait tranquille. Les voilà qui sortent des portes de la ville. La neige commençait à tomber à force. Le pauvre petit garçon ne voyait plus à 2 pas devant lui, et toujours on courait avec plus de rapidité. La peur le prit. Il dénoua enfin la corde qui liait son traîneau à l'autre, mais il n'y eut rien de changé. Son petit véhicule était comme rivé au grand traîneau qui allait comme le vent. Kay se mit à crier au secours. Personne ne l'entendit. La neige tombait de plus en plus épaisse et le traîneau volait dans une course vertigineuse. Parfois, il y avait un chaos, comme si on sautait par-dessus un fossé ou par-dessus une haie, mais on n'avait pas le temps de les voir. Kay était dans l'épouvante. Il voulut prier, dire son pater, il n'en put trouver les paroles, et au lieu de réciter le pater, il récitait la table de multiplication. Et le malheureux enfant se désolait. Les flocons tombaient de plus en plus durs, et ils devenaient de plus en plus gros. À la fin, on eût dit des poules blanches aux plumes hérissées. Et tout à coup, le traîneau tourna de côté et s'arrêta. Le personnage qui le conduisait se leva. Ses épaisses fourrures qui la couvraient étaient toutes de neige d'une blancheur éclatante, et cette personne était une très grande dame. C'était la Reine des Neiges. « Nous avons été bon train, dit-elle. Malgré cela, je vois que tu vas geler, mon ami Kay. Viens donc te mettre sous mes fourrures de peau d'ours. » Et elle le prit, le plaça à côté d'elle, rabattit sur lui son manteau. Elle avait beau parler de ses peaux d'ours, Kay crut s'enfoncer dans une masse de neige. « As-tu encore froid ?» dit-elle. Elle l'embrassa sur le front, le baiser était plus froid que la glace, et lui pénétra jusqu'au cœur qui était déjà à moitié glacé.
et il se sentit sur le point de rendre l'âme, mais ce ne fut que la sensation d'un instant. Il se trouva ensuite tout réconforté et n'éprouva plus aucun frisson. « Mon traîneau, dit-il, n'oublie pas mon traîneau !» C'est à quoi il avait pensé d'abord en revenant à lui. Une des poules blanches qui voltigeaient dans l'air fut attelée au traîneau de l'enfant et elle suivit sans peine le grand traîneau qui continua sa course. La Reine des Neiges donna à Kay un second baiser, et il n'eut plus alors le moindre souvenir pour la petite Gerda, pour la grand-mère, ni pour les siens. « Maintenant je ne t'embrasserai plus, dit-elle, car un nouveau baiser serait ta mort. » Kay la regarda en face, l'éclatante souveraine. Oh, qu'est-ce qu'elle était belle! On ne pouvait imaginer un visage plus gracieux et plus séduisant. Elle ne lui parut plus formée de glace comme la première fois qu'il l'avait vue devant la fenêtre de la mansarde et qu'elle lui avait fait un petit signe amical. Elle ne lui inspirait aucune crainte et lui raconta qu'il connaissait le calcul de tête et même par fraction et qu'il savait le nombre juste des habitants et des lieues carrées au pays. La reine souriait en l'écoutant. Kay se dit que ce n'était peut-être pas assez de ces connaissances dont il était si fier. Il regarda dans le vaste espace désert et se vit emporter avec elle vers les nuages noirs. La tempête sifflait, hurlait. C'était une mélodie sauvage comme celle des antiques chants de combat. Ils passèrent par-dessus les bois, par-dessus les lacs, la mer et les continents. Ils entendirent au-dessous d'eux hurler les loups, souffler les ouragans, rouler les avalanches. Au-dessus volaient les corneilles aux cris discordants, mais plus loin brillait la lune dans sa splendide clarté. Kay admirait les beautés de la longue nuit d'hiver. Le jour venu, il s'endormit aux pieds de la Reine des Neiges. J'enchaîne avec le deuxième texte. Je vais divulgacher un petit peu, ça s'appelle La Laponne et la Finoise. À la fin, vous êtes obligé de le lire après. Alors la Laponne et la Finoise, ça semble comme des noms de bières. C'est vrai, pourtant. Donc il faut boire avec modération. Il y a juste une question de poisson séché et de peau d'ours. La Laponne et la Finoise. Tu peux y aller. Lorraine s'arrêta près d'une petite hutte. Il y a un renne, vous me rappelez, comme dans les dessins animés. Elle avait bien pauvre apparence, le toit touché presque à terre, et la porte était si basse qu'il fallait se mettre à quatre pattes pour entrer et sortir. Il n'y avait dans cette hutte qu'une vieille laponne qui faisait cuire du poisson. Une petite lampe éclairait l'obscur réduit. Lorraine raconta toute l'histoire de Gerda après avoir toutefois commencé par la sienne propre qui lui semblait bien plus remarquable. Gerda était tellement accablée de froid qu'elle ne pouvait parler. « Infortuné que vous êtes, dit la laponne. Vous n'êtes pas au bout de vos peines. Vous avez à faire encore un fier bout de chemin, au moins 100 lieues dans l'intérieur de Finnmarken. C'est là que demeure la Reine des Neiges. C'est là qu'elle allume tous les soirs des feux pareils à ceux du Bengale. Je m'en vais écrire quelques mots sur une morue sèche, j'ai pas d'autre papier, pour vous recommander à la Finoise de là-bas. Elle vous renseignera mieux que moi. » Pendant ce temps, Gerda s'était réchauffée. La laponne lui donna à boire et à manger. Et elle écrivit sa lettre sur une morue sèche et la remit à Gerda qu'elle rattacha sur le renne. La brave bête repartit au triple galop. Le ciel étincelait, il se colorait de rouge et de jaune, l'aurore boréale éclairait la route. Et ils finirent par arriver au Finnmarken et heurtèrent à la cheminée de la Finoise dont la maison était sous terre. Elle les reçut et leur fit bon accueil. Quelle chaleur il faisait chez elle. Aussi n'avait-elle presque pas de vêtements, elle était naine et fort malpropre, du reste, excellente personne. Elle dénoua tout de suite les habits de Gerda, lui retira les gants et les bottines. Sans cela, l'enfant aurait été étouffé de chaleur. Elle eut soin aussi de mettre un morceau de glace sur la tête du renne pour le préserver d'avoir un coup de sang. Après quoi, elle lut ce qui était écrit sur la morue. Elle le relut 3 fois, de sorte qu'elle le savait par cœur. Alors elle mit la morue dans son pot-au-feu. Dans son pays, c'est pauvre, la Finoise avait appris à faire bon usage de tout. Lorraine conta d'abord son histoire, puis celle de la petite Gerda,
La Finnoise clignait ses petits yeux intelligents, mais ne disait rien. « Tu es très habile, je le sais, dit le renne. Tu connais de grands secrets. Tu peux, avec un bout de fil, lier tous les vents du monde. Si on dénoue le premier nœud, on a du bon vent. Le second, le navire fend les vagues avec rapidité. Mais si on dénoue le troisième et le quatrième, alors se déchaîne une tempête qui couche les forêts par terre. Et tu sais aussi composer un breuvage qui donne la force de 12 hommes. Ne veux-tu pas en faire boire à cette petite, afin qu'elle puisse lutter avec la reine des neiges ?»« La force de 12 hommes, dit la Finnoise. Ouais, peut-être, ça pourrait lui servir. Et elle tira de dessous le lit une grande peau roulée, la déploya, et se mit à lire les caractères étranges qui s'y trouvaient écrits. Il fallait une telle attention pour les interpréter qu'elle suait à grosses gouttes. Elle faisait mine de ne pas vouloir continuer de lire tant elle éprouvait de la fatigue. Mais le bon renne la pria instamment de venir en aide à la petite Gerda et de ne pas l'abandonner. Celle-ci la regarda aussi avec des yeux suppliants, pleins de larmes. Et la Finnoise cligna de l'œil et reprit sa lecture. Puis elle emmena le renne dans un coin, et après lui avoir remis de la glace sur la tête, elle lui dit à l'oreille « Ce grimoire vient de m'apprendre que le petit Kay est en effet auprès de la Reine des Neiges. Il y est très heureux, il trouve tout à son goût, et c'est selon lui la plus agréable et le plus agréable des lieux du monde. Cela vient de ce qu'il a au cœur un éclat de verre et dans l'œil un grain de ce même verre qui dénature les sentiments et les idées. Il faut les lui retirer, sinon il ne redeviendra jamais un être humain digne de ce nom. Et la Reine des Neiges conservera tout empire sur lui. Ne peux-tu faire boire à la petite Gerda un breuvage qui lui donne la puissance de rompre ce charme ? Mais je ne saurais la douer d'un pouvoir plus fort que celui qu'elle possède déjà. Tu ne vois donc pas que les bêtes et les gens sont forcés de la servir et que, partie nu-pied de sa ville natale, elle a traversé heureusement la moitié de l'univers ? Ce n'est pas de nous qu'elle peut recevoir sa force. Elle réside en son cœur et vient de ce qu'elle est un enfant innocent et plein de bonté. Si elle ne peut parvenir jusqu'au palais de la Reine des Neiges et enlever les 2 débris de verre qui ont causé tout le mal, il n'est pas en nous de lui venir en aide. Tout ce que tu as à faire, c'est donc de la conduire jusqu'à l'entrée du jardin de la Reine des Neiges à 2 lieues d'ici. Tu la déposeras près d'un bouquet de broussailles aux fruits rouges que tu verras là au milieu de la neige, et allons, cours et ne t'arrête pas en route à bavarder avec les reines que tu rencontreras. » Et la Finnoise plaça de nouveau Gerda sur la bête, et t'y partit comme une flèche. « Halte !» dit la petite. « Je n'ai pas mes bottines ni mes gants fourrés. » Elle s'en apercevait au froid glacial qu'elle ressentait, mais le renne n'osa pas revenir sur ses pas, et il galopa tout d'une traite jusqu'aux broussailles aux fruits rouges. Et là, il déposa Gerda et lui baisa la bouche. De grosses larmes coulaient des yeux de la brave bête, et il repartit rapide comme le vent. Oh, la voilà donc toute seule, la pauvre Gerda, sans souliers et sans gants, au milieu de ce terrible pays de Finnmarken, gelé de part en part. Et elle se mit à courir en avant aussi vite qu'elle put. Elle vit devant elle un régiment de flocons de neige qui ne tombaient pas du ciel, qui était clair et illuminé par l'aurore boréale, et ils couraient en ligne droite sur le sol. Et plus ils approchaient, plus elle remarquait combien ils étaient gros. Elle se souvint des flocons qu'elle avait autrefois examinés avec la loupe, et combien ils lui avaient paru grands et formés avec symétrie. Ceux-ci étaient bien plus énormes et terribles. Ils étaient doués de vie. C'étaient les avant-postes de l'armée de la Reine des Neiges. Les uns ressemblaient à des porcs-épics, d'autres à un nœud de serpents entrelacés, dardant leurs têtes de tous côtés. D'autres avaient la figure de petits ours trapus, aux poils rebroussés, et tous étaient d'une blancheur éblouissante, et ils avançaient en bon ordre. Alors Gerda récita avec ferveur un Notre Père. Le froid était tel qu'elle pouvait voir sa propre haleine qui, pendant qu'elle priait, sortait de sa bouche comme une bouffée de vapeur. Cette vapeur devint de plus en plus épaisse, et il s'en forma de petits anges qui, une fois qu'ils avaient touché terre, grandissaient à vue d'œil, et tous avaient des casques sur la tête. Ils étaient armés de lances et de boucliers, et lorsque l'enfant eut achevé le pater, il y en avait légion. Et ils attaquèrent les terribles faucons. Avec leurs lances, ils les taillèrent en pièces, ils les fracassèrent en 1000 morceaux. La petite Gerda reprit tout son courage et marcha en avant.
Les anges lui caressaient les pieds et les mains pour que le froid ne les engourdît point. Et elle approchait du palais de la Reine des Neiges. Mais il faut à présent que nous sachions ce que faisait Kay. Il est certain qu'il ne pensait pas à Jarda, et que l'idée qu'elle fût là, tout près, était bien, bien loin de lui. Fin du récit. Suis-je allé trop vite? Non. Avez-vous suivi? Est-ce que ça vous a donné envie de poursuivre la lecture? Drôlement bien cette idée de cette poussière qui vient engourdir les cœurs et les esprits par les temps qui courent. J'ai oublié quelques couleurs. Je profite, pendant qu'elle termine son dessin, peut-être pour vous présenter mon texte, qui est un petit peu aux antipodes de tout ça, puisqu'on est ancré dans une cité construite sur une dalle en béton. Je voulais vous présenter ce texte parce qu'à l'origine, c'était un texte que j'ai découvert ici, en venant à l'Alpha. Je suis allé voir une bibliothécaire, Claire Valgrès, pour ne pas la nommer, et puis elle m'a donné une pile de 10 livres comme ça pour encourager la lecture auprès de mes filles. Et je me suis assis sur un canapé avec Inès, ma grande fille, en pensant lui lire le premier chapitre pour qu'elle suive le reste après. Puis finalement, l'histoire était tellement bien que je lis le deuxième, puis le troisième. Puis au final, c'est un texte qui est assez court, je l'ai là, et ça s'appelle Babyface, et ça m'a tellement plu qu'aujourd'hui, je suis en train de l'adapter en bande dessinée. Donc ça a été un long chemin, puisque ça fait 2 ans maintenant que je lui ai lu pour la première fois ce texte. Et puis là, ces derniers épisodes se sont accélérés, et puis j'ai commencé à lui donner vie. Donc pour vous recontextualiser un peu l'histoire, Babyface, c'est un nom qu'on donne parce que ça a à voir avec le catch, qui est un sport violent, où en fait les gens font de la bagarre, mais c'est pour de rire. Sauf que c'est assez violent quand même. Et puis, dans cette cité se construit, ou du moins plutôt se réaménage dans une ancienne boulangerie, un centre sportif où on va donner des cours de catch. Alors évidemment, tous les gamins sont excités à cette idée, ils aiment bien se bagarrer, et dans l'école, ça commence à faire quand même beaucoup de remue-ménage. Et dans cette école vit Nejma, c'est le personnage principal qu'on va vous décrire. Et je crois que je ne vais pas vous en dire plus, parce que je crois que les textes que je vous ai choisis vont vous raconter déjà l'histoire. Oui. Okay. La passerelle. Nous traversions la passerelle au-dessus de l'autoroute et il pleuvait. Des millions de camions passaient sous nos pieds à toute vitesse. Nejma tournait le visage vers moi. Son bonnet descendait sur ses sourcils au ras de ses yeux. Elle m'a lancé un regard féroce et elle a murmuré entre ses dents. « Freddy, file ton goûter !» Je me suis arrêtée. J'ai ouvert mon cartable et je lui ai tendu un bout de baguette beurrée. Elle l'a glissé dans sa poche. Elle n'a pas dit merci. Elle ne disait jamais merci, sauf à une personne que j'indiquerai tout à l'heure. Tous les matins, quand nous arrivions sur la passerelle, Nejma m'ordonnait de lui filer mon goûter. Tous les matins, j'obéissais. Mais je ne lui en voulais pas, parce que tous les matins, ma mère mettait 2 goûters dans mon cartable. Un jour, sur la passerelle, j'avais essayé d'expliquer à Nejma que c'était prévu, que ma mère était d'accord, que j'avais un goûter pour elle et un goûter pour moi. Mais elle n'avait rien voulu entendre. Personne ne me donne rien. Ce que je veux, je le prends. Je n'ai pas besoin de ton secours populaire. Garde ton sale goûter et étouffe-toi avec. Depuis, j'attendais qu'elle me raquette. L'important, disait ma mère, c'est qu'elle mange quelque chose. Quand j'ai refermé mon cartable, on avait encore perdu 5 minutes. Déjà, on n'était pas en avance à cause de Nejma qui mettait des heures à sortir de son appartement, mais avec ces histoires de goûter, on finissait par être vraiment en retard. Ce n'est pas que j'avais peur, je n'aimais pas arriver le dernier. De toute façon, la maîtresse avait renoncé à nous attraper. Elle nous regardait entrer dans la classe d'un air affligé.
Elle me plaçait au premier rang, puis elle disait à Nejma d'enlever son bonnet et elle l'envoyait s'asseoir toute seule au fond. Toute seule au fond n'était pas une punition. Elle l'avait expliqué à la classe. C'était pour permettre à Nejma de faire autre chose quand elle n'arrivait à rien. Comme ça, au moins, elle s'occupait, elle n'empêchait pas les autres de travailler. Je crois qu'elle s'occupait surtout à recopier des lignes, mais je n'en suis pas certain parce que de ma place, je ne pouvais pas tout voir. Ensuite, il y avait la matinée, la cantine, l'après-midi, l'étude. À la fin arrivait le soir et on rentrait. On retraversait la passerelle, des millions de camions passaient en dessous à toute vitesse pour rentrer chez eux. Ils en avaient plein de dos, comme nous. À l'école, personne ne l'aimait. Tout le monde avait ses raisons. Elle était moche, elle était mal habillée, elle était grosse, elle était violente, elle était méchante, elle était nulle, et elle crachait par terre. Ça, c'était pour les élèves. Pour les profs, elle était nulle, méchante, violente, grosse, mal habillée, et elle était moche. En plus, elle crachait par terre. Mais personne n'osait rien dire, parce que tout le monde savait qu'il ne faut pas pousser à bout une personne qui n'a rien à perdre. Surtout quand elle est grosse et violente. Les maîtres et les maîtresses attendaient qu'elle termine son CM2 pour l'envoyer en 6e. Ils rêvaient du jour où le collège serait obligé de la prendre. Bon débarras, amusez-vous les gars. Personne ne l'aimait, sauf quelques personnes qui se comptaient sur les doigts d'une main. Sa mère, ma mère, moi, mon père, mais pour lui c'était seulement la moitié du petit doigt. Sa mère l'aimait par maternité, ma mère l'aimait par voisinage, mon père l'aimait par ma mère, je l'aimais parce que j'étais son seul ami. C'était une raison aussi valable qu'une autre, et être le seul ami de Nejma faisait de moi une personne unique au monde, ce qui me donnait le sentiment d'être supérieure. Pour une personne dans mon genre, petite, avec un prénom impossible et qui fait partie d'une minorité de la population, c'était important. Par ailleurs, Nejma me protégeait contre tous les ennuis possibles. Tant qu'elle me raquettait, personne ne se risquait à me causer des problèmes. Nous avions différentes raisons d'être solidaires. J'étais à elle autant qu'elle était à moi. L'amitié, quoi. Le supermarché. L'automne collait le cafard à Nejma. Plus elle avait le cafard, moins elle avait envie de rentrer chez elle. Plus elle traînait dehors. Elle menait l'inspection dans les allées, elle s'asseyait sur un banc ou sur l'une des balançoires du square. Vue de loin, dans la nuit, elle ressemblait à un troll, ramassé sur lui-même, assis sur une vieille souche. Une ombre noire avec un bonnet. Quand elle se sentait en forme, elle allait jusqu'au supermarché. Le supermarché est une bonne distraction. C'est un endroit bien éclairé, distrayant grâce à toutes les marchandises rangées sur les étagères, et au moins c'est chauffé. Vu le froid dehors et l'heure tardive, Nejma se serait servie avec plaisir au rayon biscuits et chocolat, mais elle n'en avait pas vraiment la possibilité. À peine avait-elle passé le tourniquet de l'entrée qu'un vigile se mettait à la suivre. Jusqu'à ce qu'elle sorte et s'en aille, il ne la lâchait pas d'une semelle. À force, il était devenu pour elle une compagnie muette et sensible, ce qui n'est pas rien quand on est parfaitement seul à partir de 6 heures du soir. Ma mère aurait préféré que Nejma passe ses soirées dans notre appartement plutôt que de se promener seule dans l'obscurité. Mais si elle acceptait parfois de rester 1 heure chez moi au retour de l'école, elle refusait de s'installer pour le dîner. « Ma mère ne veut pas que j'entre chez les gens. »« Nous ne sommes pas des gens, disait ma mère, nous sommes tes voisins. »« Ma mère ne veut pas, répondait Nejma d'un air buté. Ma mère la laissait partir en se tordant les mains, comme d'habitude. Au fur et à mesure que nous nous sommes enfoncés dans l'hiver, Nejma s'est rendue de plus en plus souvent au supermarché. Il ne ferme jamais avant 9 heures, ce qui permet de passer de longues soirées au chaud et dans la distraction. Ensuite, elle rentrait seule chez elle et elle se couchait seule. Quand sa mère revenait du centre d'Amiens, elle trouvait le carton à pizza vide et sa fille endormie. L'hiver approchait donc quand une sorte de miracle s'est produit dans le cadre du supermarché, ce qui prouve qu'il faut espérer malgré tout car la vie est changeante et les surprises toujours possibles. Le vigile qui suivait Nejma a été renversé par une voiture alors qu'il tentait de traverser l'autoroute au mépris des règles du bon sens et de la sécurité. Il risquait sa vie, un enfant ou un policier aurait pu le lui dire. Il a fallu le remplacer car on n'a jamais vu un supermarché sans vigile. Un nouvel homme est alors arrivé qui a repris son costume bleu marine. Il s'appelait Isidore. Nejma a été étonnée et même un peu fâchée.
d'être suivie du jour au lendemain par un vigile inconnu. Elle n'avait jamais changé un mot avec l'ancien, mais quand même. Personne ne l'avait prévenue du remplacement. Elle s'est sentie trahie. Isidore était plus grand encore que l'accidenté, plus large d'épaules, plus sombre de peau, plus grave de visage. Mais même pour un vigile, il était d'une allure formidable. Les premiers soirs, quand elle s'est présentée à l'entrée du supermarché, Nejma a descendu son bonnet sur ses sourcils et ses yeux ont lancé autour d'elle des regards menaçants. Elle clignotait de partout. « N'approchez pas, méchante et violente, danger !» Isidore a fait celui qui ne remarquait rien. Il a mis calmement ses pas dans les siens et l'a suivie tout le temps qu'elle visitait les rayons. Il l'avait à l'œil, c'était un professionnel. Isidore a vu Nejma venir, puis revenir encore, marcher dans les rayons, ne rien faire d'autre que regarder les produits, sans même essayer de carotter un petit quelque chose. Il l'a regardée attentivement, il a observé sa démarche, sa corpulence et la manière qu'elle avait de rouler les épaules quand elle se déplaçait. Et puis un soir, il l'a suivie jusqu'à la sortie du supermarché. « Oh !» a salué Isidore. « Oh !» a salué Nejma. « Isidore !» a lancé Isidore. « De quoi ?» a demandé Nejma. « C'est mon nom, Isidore. Et toi ?»« Nejma. »« T'as pas de parents, Nejma ?»« Ma mère. »« Elle te laisse traîner dehors la nuit, ta mère ?»« Elle travaille. » Isidore a sorti un paquet de sablés de la poche de sa veste. « Un biscuit, Nejma ?»« Merci, » a dit Nejma, et une impression étrange l'a traversée de part en part. Elle n'avait pas prévu de dire merci. Elle ne l'avait pas voulu. Elle ne l'avait même pas pensé. Tandis qu'elle prononçait ce mot, tout neuf dans son lexique, elle a senti grandir en elle une force inconnue qui cherchait à sortir et à se manifester. Elle était comme submergée, mais il n'y avait là rien de désagréable. Alors elle s'est laissée aller, elle a souri. Joli sourire, a remarqué Isidore en lui tendant le paquet de sablés. Nejma ne savait pas quelle attitude adopter face à ce genre de remarques insensées. Elle a pris un sablé et elle a tourné les talons pour repartir chez elle. La pluie commençait à tomber. Traversée par la lumière des néons, elle traçait des virgules étincelantes dans la nuit. Le lendemain, Nejma était de retour au supermarché. Quand il l'a vue rentrer, Isidore lui a adressé un signe de la main. « Oh !» a fait Nejma de loin. « Oh !» a répondu Isidore. Elle a commencé sa balade dans les rayons et il s'est passé cette chose inattendue qu'Isidore, au lieu de la suivre, l'a accompagnée. Ils se sont promenés un bon moment côte à côte sans parler. Le temps s'est écoulé ainsi, agréablement. Isidore, qui n'avait plus à se concentrer sur la délinquance de Nejma, a pu surveiller les va-et-vient du coin de l'œil. En toutes circonstances, il restait un professionnel. « Un sablé ?» a proposé Isidore à Nejma comme elle s'en allait. « Oui, merci » a répondu Nejma. « Bientôt Noël » a remarqué Isidore. « Rien à battre » a fait Nejma en rabaissant son bonnet sur son front. « Noël, c'est bon pour les bouffons. » Isidore la regardait avec stupéfaction. Puis il s'est mis à rire de plus en plus fort. Son rire éclatait dans la nuit, si bien que Nejma a été obligée de relever son bonnet et de rire avec lui. « Noël, c'est bon pour les bouffons » répétait Isidore en se tapant sur les cuisses. « Elle est trop forte, celle-là. Noël, c'est bon pour les bouffons. » Il riait encore en suivant des yeux Nejma qui disparaissait dans l'ombre. Tous les soirs, quand Nejma quittait le supermarché, Isidore la raccompagnait jusqu'à l'entrée. Il partageait avec elle des biscuits ou une plaquette de chocolat, et ils échangeaient quelques phrases. C'était devenu une habitude, une politesse à leur manière. « Tu fais du sport ?» a demandé Isidore. « Non » a fait Nejma, « sauf à l'école, mais on ne peut pas appeler ça du sport. » Certainement pas, a acquiescé Isidore. « C'est dommage. »« Quoi, c'est dommage ? » ?»« Que tu ne fasses pas de sport. »« Rien à battre. De toute façon, je suis trop grosse. » Isidore a regardé Nejma en silence et en hochant la tête, de l'air du type qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. « Tu n'es pas grosse, a-t-il remarqué au bout du compte. « La blague, a dit Nejma. « Même moi je peux le voir. Tu n'es pas grosse, tu es puissante. » C'était bien la première fois que quelqu'un disait à Nejma qu'elle n'était pas grosse. Elle était si traumatisée qu'elle n'a posé aucune question. Elle s'est dépêchée de dire au revoir et de filer chez elle. Mais, tout au long du chemin, la phrase d'Isidore « Tu n'es pas grosse, tu es puissante » creusait son âme, dans son âme. Elle creusait un petit nid tiède et bien abrité où ses rêves venaient se blottir. Ce soir-là, quand elle a tiré la couverture sur elle et qu'elle a fermé les yeux,
Elle se sentait réellement très puissante. C'était un peu comme si elle avait gagné la cagnotte du loto, sans avoir acheté de ticket. Puissante, ce n'est pas donné à n'importe qui. Elle souriait dans le noir, mais sans s'en rendre compte. L'école. Pour une meilleure compréhension du drame qui va se dérouler, il faut que je dresse d'abord le portrait de la directrice. Il s'agit d'une femme qui possède une grande autorité. C'est ce qu'il faut quand on s'appelle Madame l'Église et qu'on exerce dans le quartier. Je donne un exemple. Quelques jours après la rentrée, Irvine Martins lui a fait remarquer qu'elle n'était pas légale. « Et pourquoi donc, monsieur Martins, je vous prie ?» a-t-elle demandé en relevant ses lunettes sur le front en signe de stupéfaction. Depuis qu'il a eu une maladie des nerfs, les médecins considèrent Irvine Martins comme un être particulièrement intelligent et Madame l'Église doit le traiter avec politesse. « Les signes religieux sont interdits à l'école, » a répondu Irvine Martins en détachant les syllabes. Madame l'Église l'a regardé longuement. « Monsieur Martins, vous regardez trop la télé, a-t-elle fini par dire. Mais puisque vous semblez intéressé, vous me préparez un exposé sur le sujet. Qu'est-ce qu'un signe religieux et pourquoi est-il interdit à l'école? Je vous donne une semaine. Par ailleurs, si ça peut vous simplifier la vie, à partir d'aujourd'hui, vous m'appellerez simplement Madame. Je vous fais grâce de l'Église. Et maintenant, disparaissez ou je convoque vos parents. » Madame l'Église n'avait pas été informée personnellement de l'ouverture imminente d'une école de catch dans la dalle à côté de son école. Et, plus inquiétant, par Johnny et Tonino Fiores, deux anciens élèves dont elle n'avait pas gardé un souvenir éblouissant. Au moment des faits, c'est l'augmentation dramatique des bagarres dans sa cour de récréation, sous son préau et même dans ses couloirs qui l'a alerté. On s'était toujours un peu battu dans l'école, mais dernièrement, les habitudes avaient changé. Une bonne ambiance de rigolade semblait maintenant présider au massacre. Il n'était plus nécessaire de s'insulter pour se tomber dessus. C'était pire, car les gentils, les tendres et les pacifiques étaient désormais atteints. Ils s'étaient mis eux aussi, et avec enthousiasme, à se cogner. Madame l'Église était perplexe. Ce sont les maîtres et les maîtresses qui l'ont mise au courant. Les anciennes distractions comme le foot et les chiens étaient passées de mode. Il n'y en avait plus que pour le catch. « Le catch ?» s'est écrié Madame l'Église horrifiée. Dès le lendemain matin, toute l'école était rassemblée sous le préau pour écouter le discours qu'elle avait préparé au réveil. Même les imbéciles, les étourdis et les endormis pouvaient comprendre ses conclusions. Le premier que je prends à se battre dans mon école sera puni avec une telle sévérité que je vous promets qu'il ne recommencera jamais. Elle parlait en roulant des yeux terribles, un peu comme si elle était en train de rétablir la peine de mort pour crime de catch. Nous l'écoutions dans un silence absolu. Il faisait tellement froid que notre haleine se transformait en buée glacée dès que nous ouvrions la bouche et nos lèvres étaient gercées à craquer. Quand nos cheveux ont commencé à geler, elle a jugé que nous étions convaincus et elle nous a renvoyés en classe. « Je crois qu'ils ont compris », a-t-elle murmuré en retournant dans son bureau, se faire une tasse de thé bien chaud. Nejma n'avait aucune attirance pour les groupes, les échanges de chaleur humaine et autres pratiques répugnantes. Elle a enfoncé son bonnet de manière à recouvrir ses oreilles jusqu'au lobe et son front jusqu'aux yeux. En l'absence de gants, elle a fourré les mains au fond de ses poches et elle s'est éloignée du troupeau à pas lents. Comme elle faisait le tour de la cour, elle a entendu brailler derrière la porte de la cantine. Elle a opéré un petit détour pour aller jeter un coup d'œil sous l'escalier. Et là, elle a vu Jonathan, inerte aux pieds de Brian et de Nasser. Elle s'est penchée sur lui. Elle a observé son visage livide et ses yeux clos. « Tu crois qu'il est blessé ?» a demandé Nasser d'une voix piteuse. « Il est mort, banane !» a répondu Nejma en se relevant lentement dans toute la dignité de sa masse. Un silence stupéfait a plané un instant. « Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas de ta faute ?» a soudain glapi Brian. « Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas toi qui l'as écrasé ?» Il a échangé un regard avec Nasser. Leurs yeux brillaient d'une lueur complice et criminelle. On aurait dit qu'ils clignotaient. « Pas vu, pas pris, pas vu, pas pris, pas vu, pas pris. » Sans attendre la réponse de Nejma, ils l'ont planté là et se sont enfuis à toutes jambes dans la cour. «
Qu'est-ce qu'ils ont, les deux lapins crétins a demandé M. Doublet à M. Nguyen. On va voir, a répondu M. Nguyen en soufflant sur ses doigts. Ils ont quitté à regret leur refuge près du couloir, ils ont traversé le préau, et là, derrière la porte de la cantine, ils ont vu Jonathan Swikerbuck allongé au sol. À côté de lui, Nejma semblait le veiller. « Nejma !» a crié M. Nguyen. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?»« Moi ?» a fait Nejma, leur lançant un regard intrigué et en se désignant de l'index. « Oui, toi !» Tout ce que faisait Nejma était mal interprété. Si elle se désignait de l'index, elle avait l'air coupable. Si elle lançait un regard intrigué, elle avait l'air insolente. M. Nguyen et M. Doublet étaient furieux. Une fois de plus, Nejma se fichait d'eux. Sous l'effet de la surprise et celui de la colère, ils avaient complètement oublié la course de Brian et Nasser. Ils n'en avaient plus que pour Nejma. Car ce qu'ils avaient devant les yeux ne leur laissait aucun doute. Elle avait profité d'un instant d'inattention pour régler son compte à Jonathan Swikerbuck, qui n'était pas le gamin le plus sympathique de l'école, c'est vrai, mais qui ne méritait pas pour autant qu'on l'étende raide-mort devant la porte de la cantine. « Pourquoi ?» a demandé M. Doublet d'une voix tremblante. « Pourquoi t'as fait ça, Nejma ?»« De quoi, monsieur ?» a bredouillé Nejma qui comprenait que ses affaires étaient en train de prendre une mauvaise tournure. « J'ai rien fait, moi !»« Ah, ça va !» l'a interrompu M. Nguyen. « Tu ne vas pas mentir en plus. On t'a vu. Qui m'a vu ? Nous !»« Vous êtes dingo ou quoi ? C'est des mensonges. Tu nous traites de menteurs, a tonné M. Doublet. De dingo, a renchéri M. Nguyen. De super dingo, a fait Nejma, de poucrave, et même d'assassin, parce que vous êtes là en train de me pourrir au lieu d'appeler l'hôpital. Ça, c'est le pire, surtout pour des maîtres. Je n'étais pas là pour entendre, mais Nejma m'a tout raconté plus tard, et je pense qu'elle a été courageuse. Le peu qui restait à sauver de Jonathan Swikerbuck, c'est elle qui l'a sauvé. Mais il y a une chose qu'un maître de CP et qu'un maître de CE2 ne peuvent pas pardonner à une élève de CM2. C'est d'être traité dans la même minute de dingo, de poucrave et d'assassin. Dans un sens, l'assassinat véritable de Jonathan Swikerbuck par chute de corps et coup de latte aurait été moins grave. Il n'en reste pas moins que Nejma n'avait pas parlé pour rien. 2 téléphones portables ont jailli des poches de leurs propriétaires et ces derniers n'avaient pas encore raccroché qu'on entendait au loin la sirène du camion des pompiers. L'arrivée des pompiers dans une cour d'école est un événement rare et considérable. Les élèves et les maîtres se sont rangés en haie et les ont regardés traverser la cour comme s'ils étaient l'équipe de France elle-même. En quelques minutes, les pompiers avaient collé un masque transparent sur le visage cireux de Jonathan Swikerbuck et l'avaient fait glisser sur une civière. On les avait à peine vus qu'ils étaient déjà repartis dans le hurlement effrayant de la sirène. « Pronostic vital engagé », a soufflé Madame Tralovic, la gardienne, en refermant la grille derrière eux. Elle tenait cette information officielle du capitaine des pompiers. « Pronostic vital engagé », accourut sur la cour de récréation, pénétré dans la salle des maîtres et s'est introduit dans le bureau de Madame l'Église. « Pronostic vital engagé » voulait dire en clair que Jonathan Swikerbuck était presque mort. « Tu es fière de toi ?» a demandé Madame l'Église à Nejma, qui était assise sur une petite chaise dans le fond du bureau. « C'est pas moi !» a grogné Nejma en regardant ses chaussures. « C'est les autres !»« N'accuse pas tes camarades !» a crié Madame l'Église. « Tu aggraves ton cas. S'ils ont quelque chose à dire, ils me le diront eux-mêmes. » Nejma a su qu'elle était fichue, car s'il y avait une chose au monde dont elle pouvait être sûre, c'est que Brian et Nasser ne se dénonceraient jamais. Elle en tirait les conclusions. À partir de tout de suite et pour toujours, elle se tairait. À quoi bon se défendre? Personne ne l'écoutait. Et quand elle ouvrait la bouche, c'était pire. Dans ces conditions, mieux valait la boucler. Au moins, elle aurait la paix. Voilà.